Chers amis de Port-Royal, consacrer notre dernière minute de l'année 2021 à Marguerite Duras et à la présence du Dieu caché pascalien dans son œuvre risque de paraître une gageure, voire une provocation à certains d'entre vous. Il est probable même que certains lecteurs de Marguerite Duras seront les premiers étonnés. Comme rien n'est plus sot qu'un préjugé, cependant, il me semble qu'essayer d'en faire voler un en éclats est une bonne discipline pour terminer une année ou en commencer une autre. Dieu, ce truc, tels sont les derniers mots qui concluent L'amour, une longue mélopée entre narration et scénario que Marguerite Duras publie en 1971. 20 ans plus tard, dans La pluie d'été, Ernesto évoque, je cite, « ce manque à penser là, Dieu, et la recherche stérile de Dieu ». Sa mère note qu'il est en colère et lui demande « toujours à cause de Dieu ?» ?»« Toujours, répond-il. Il est, justifie Ernesto, le problème majeur de l'humanité, la source de toutes les peurs. Dans Écrire, Duras, qui fut membre du Parti communiste, parle de rivière mal faite, ratée par Dieu. Dans Jan Andrea Steiner, il est question de son insondable malfaisance. En 1977, le camion pose le rapport à Dieu comme, je cite, un rapport au vide. Marguerite Duras a dit encore, dans un des entretiens des Parleuses, paru en 1974, le dégoût physique violent que lui ont toujours inspiré les chrétiens. Et elle a affirmé « Je n'ai jamais été croyante, même enfant. Et même enfant, j'ai toujours vu les croyants comme atteints d'une certaine infirmité d'esprit, d'une certaine irresponsabilité. De sorte que son patronyme Donadieu, Duras est un pseudonyme, lui inspira de l'horreur. Je ne suis pas croyante, reprend-elle dans Écrire, et dans un entretien radiophonique, elle martèle « Je suis totalement exempte de toute croyance en Dieu. » Je ne crois pas en Dieu, mais j'en parle tout le temps, a observé Duras avec justesse. Dans une discussion avec Alain Weinstein, enregistrée pour France Culture le 16 mars 1990, 6 ans avant sa mort, elle déclare « J'ai toujours parlé de Dieu. Le mot est dans presque tous mes livres. Reprend-on la conclusion de L'amour, en lisant un peu plus du passage, son caractère négatif ne manque pas de s'estomper. » Le voyageur demande « Qu'arrivera-t-il lorsque la lumière sera là ?» On entend. Pendant un instant, elle sera aveuglée. Puis elle recommencera à me voir, à distinguer le sable de la mer, puis la mer de la lumière, puis son corps de mon corps. Après, elle séparera le froid de la nuit et elle me le donnera. Après seulement, elle entendra le bruit, vous savez, de Dieu, ce truc. Ils se taisent. Ils surveillent la progression de l'aurore extérieure. L'œuvre se clôt, en réalité, avec l'évocation du surgissement de Dieu, fut-il nommé en termes maladroits, triviaux, et sa perception coïncide avec le surgissement de l'aurore, de la lumière, avec la disparition du froid, la nuit s'inversant en un rayonnement bienfaisant. Dans La pluie d'été, face à Ernesto, Jeanne, sa sœur, affirme « On ne le sait pas que Dieu n'existe pas ». Dans Le vice-consul, quand une enfant insiste pour que sa mère recueille la jeune mendiante et son nourrisson, le texte note plus résolument « La petite fille blanche est là, Dieu existe ». Le narrateur du ravissement de Lolwestein s'étonne quant à lui d'une place vide, autant que si elle n'avait pas été finie par Dieu. C'est associer Dieu à la plénitude. Attribuant son alcoolisme au défaut de Dieu au sens pascalien du terme, c'est-à-dire à son manque, Marguerite Duras explique dans un entretien « Le monde est vide, et voilà tout à coup il y a Dieu, et le monde est resplendissant. » L'alcool remédie à l'absence de la foi. Personne ne peut remplacer Dieu, dit Duras, aussi l'alcool vient-il suppléer à son silence. À propos de l'écriture, elle assène finalement « Cela a à faire avec Dieu, avec une sorte de prémonition très troublée, très troublante de Dieu. » En effet, au-delà de la mention du nom de Dieu dans ses œuvres, on en note 16 occurrences dans La pluie d'été, 10 dans L'amant, 14 dans Écrire, 9 dans Le ravissement de Lolwestein, Marguerite Duras y emploie volontiers un vocabulaire susceptible d'une connotation religieuse,
Passion, transport, éternité, silence religieux, errance bienheureuse, chute, salut, félicité, joie par exemple. Elle multiplie les citations de l'Ancien Testament. La pluie d'été ainsi est de part en part traversée par l'Ecclésiaste, son protagoniste entonnant le chant de David, le roi de Jérusalem. Celui, dit-il, de la poursuite du vent et de la vanité des vanités. Notre roi, en un poème composé de véritables versets. Ailleurs, la mère de la narratrice crie tout le temps, comme Moïse dans les déserts. Ni les évangiles ni le Christ ne sont ignorés. Dans Écrire, la façon dont le corps du protagoniste de la mort du jeune aviateur anglais, abattu dans un arbre où son parachute s'est embarrassé et ramené au sol, épouse le récit d'une descente de croix. Les critiques spécialistes de l'œuvre de Marguerite Duras n'ont pas été indifférents à l'ambivalence de son discours concernant Dieu. Un volume collectif, intitulé Duras, Dieu et l'écrit, ainsi que des thèses inédites, envisagent le phénomène de manière frontale. Plusieurs études s'y intéressent ponctuellement, comme celle de Daniel Bajomé, Duras ou la douleur, ou récemment le livre de Laurent Camerini, La judéité dans l'œuvre de Marguerite Duras. Le dictionnaire Marguerite Duras, publié aux éditions Honoré Champion en 2020, comprend des rubriques consacrées à Dieu, à la Bible ou à la mystique. Une évolution de l'auteur a été relevée. Ses déclarations les plus offensives datent des années 60, tandis que Dieu fait l'objet de remarques de plus en plus insistantes et favorables à partir de 1980. Vers 1984, dans les entretiens rassemblés sous le titre La Passion suspendue, Duras évoque le fait de se trouver, comme toujours, face au problème de Dieu. Et elle confesse « Ne pas croire n'est qu'un credo de plus. Je doute qu'il soit possible de ne pas croire du tout. Ce serait comme enlever tout sens, toute éternité, aux grandes passions de notre vie. Tout deviendrait une fin en soi et privé de conséquences. Et on ne peut pas exclure que ce soit ça, précisément, l'avenir de l'humanité. » La critique s'accorde ensuite que Marguerite Duras se réfère essentiellement au Dieu formidable de l'Ancien Testament, Seigneur exact et vengeur, qu'on peut aussi épeler Seigneur S-A-I-G-N-E-U-R, mais la complexité et les contradictions de sa représentation, l'insistance avec laquelle l'auteur souligne son absence et le vide dont celle-ci creuse le monde, amènent à conclure au caractère hétéroclite et personnel de la vision durassienne. Familière des grands mystiques, Ruysbroeck, Thérèse d'Avila, Jean de la Croix, proche d'une théologie négative, elle relèverait fondamentalement d'un mysticisme très libre, voire d'une conception asiatique du divin ou du Tao. La familiarité avec le XVIIe siècle, avec Port-Royal et les auteurs qui en sont le plus proches, Madame de La Fayette, Pascal ou Racine, font saisir des harmoniques dont la source semble plus précise, et pour tout dire, clairement augustinienne. Je n'ai pas trouvé de référence à saint Augustin dans les textes ou les entretiens de Marguerite Duras que j'ai pu consulter, mais celle-ci entretenait une étroite familiarité avec la Bible. Dès 25 ans, elle lisait la Bible et Pascal, dit-elle, dans le monde extérieur, ce que confirment les feuillets intitulés La Bible, probablement rédigés en 1946. Elle y raconte comment un jeune juif de Neuilly l'initia à une connaissance approfondie de la Bible et de la musique. À la fin des années 1980, Duras cite la Bible parmi la poignée de livres qui l'accompagnent toujours. Elle a clairement établi, d'autre part, que Madame de La Fayette, Pascal, Racine et Baudelaire, tous quatre pénétrés d'augustinisme, avaient exercé sur elle une influence fondamentale. Ainsi, elle écrit dans La Passion suspendue à propos de Madame de La Fayette « J'ai retrouvé la princesse de Clèves, toujours lu trop vite. C'est un livre très beau, que je voudrais avoir écrit. Son extraordinaire modernité tient dans ce jeu paroxystique des regards qui se croisent sans jamais se rencontrer, de ces paroles qui s'échangent sans jamais les prononcer vraiment, et de ces silences interminables où en réalité se dissimule la profondeur indicible de la vérité, comme dans tout amour. » Duras affirme encore « Toutes les héroïnes de mes films et de mes livres sont comme des sœurs d'Andromaque, Phèdre, Bérénice, martyrs d'un amour qui les submerge jusqu'à atteindre le sacré. » Pour l'auteur, Madame de La Fayette et Racine sont presque des jumeaux. La place que tragique et sublime tiennent chez elle confirme ces allégations. Les trois écrivains ont amplement pu servir de relais auprès de Marguerite Duras. Celle-ci assure dans La Passion suspendue que ses maîtres sont toujours d'autres écrivains, explicitant dans le monde extérieur « On lit un livre, on devient le livre,
il n'y a pas de lien de suggestion avec l'auteur qu'on lit. Tu lis Le Ravissement de l'Olvestein, tu deviens l'Olvestein. Tu es elle, mais tu n'as rien à voir avec moi. Je suis rien là-dedans, c'est complètement terminé. Duras a écrit que la fin du XVIIe siècle français la rendait le plus violemment à la lecture, qu'il constituait pour elle une sorte de modèle absolu. Supputer que ces auteurs ont pu structurer non seulement sa représentation de l'amour, mais plus généralement de l'homme et de la condition humaine au regard de Dieu, ne doit donc pas sembler incongru. L'hypothèse mérite à tout le moins d'être scrutée. Comme il ne s'agit pas ici d'écrire une thèse de doctorat, mais de proposer les délinéaments d'une enquête, je procéderai à partir d'un texte précis, Le Ravissement de l'Olvestein. Trois raisons dictent ce choix. Paru en 1964, Le Ravissement de l'Olvestein est un des livres les plus beaux et les plus célèbres de Marguerite Duras. Il est, d'autre part, celui où Dieu apparaît soudain avec une insistance frappante. L'auteur avait d'ailleurs initialement prévu d'intituler l'œuvre « L'Enlèvement », titre qu'elle transforma en remplaçant un terme dont la signification ne fait pas débat par un vocable fortement polysémique, puisqu'un ravissement peut aussi bien désigner un rapt, un enlèvement, une disparition factuelle, qu'un état mystique supérieur à l'extase, dans lequel l'âme soustraite à l'influence des sens et du monde extérieur se trouve transportée dans un monde surnaturel, amenée vers Dieu, selon le trésor de la langue française, le grand dictionnaire du CNRS et de l'Université de Lorraine, achevé en 1994. En modifiant son titre, Duras invite explicitement ses lecteurs à pratiquer une lecture double de son texte, soit comme l'histoire d'une jeune femme devenue absente à elle-même, à la suite d'un traumatisme amoureux, soit comme le récit d'une expérience d'ordre sacré. En 1964, Duras a 50 ans. Son premier livre, Les Impudents, est paru en 1943. Elle a déjà publié des œuvres comme La vie tranquille, Un barrage contre le Pacifique, Les petits chevaux de Tarquinia, Moderato cantabile ou Hiroshima mon amour. Elle n'a donc rien d'une novice. Le Ravissement de l'Olvestein institue cependant un basculement profond de sa production. L'œuvre ne cesse plus guère de l'irriguer, soit en s'étoilant à partir d'elle, comme le font les textes du cycle indien, Le vice-consul, L'amante anglaise, Détruire, dit-elle, Aban Sabana David, L'amour, et leurs prolongements dramatiques comme India Song ou les deux Aurelia Steiner, qui reprennent notamment plusieurs de ses personnages. Le personnage éponyme du roman de 1964, Lola Valerie Stein, devient ainsi Aurélie ou Aurelia Steiner. Son amant, Michael Richardson, s'incarne en Michael Richard dans Le vice-consul, où reparaît aussi Anne-Marie Streeter. Mais les réminiscences perdurent dans les œuvres ultérieures du cycle atlantique et jusqu'à la fin des années 1990. Dans les premières pages du Ravissement, le narrateur évoque la façon dont Lol et une amie dansaient dans le préau du lycée où elles étudiaient. La même scène se produit entre Marguerite et Hélène Lagonel dans L'Amant, prix Goncourt en 1985, qui mentionne également Anne-Marie Streeter. La pluie d'été, en 1990, reprend des motifs du Ravissement. Séminale, l'œuvre a donc toutes les chances de pouvoir éclairer l'ensemble de la création durassienne. L'auteur a du reste affirmé dans La vie matérielle « Toutes les femmes de mes livres découlent de l'Olvestein ». Dans ces conditions, que raconte Le Ravissement de l'Olvestein ? Un narrateur anonyme relate comment, au casino municipal de la ville de T-Beach, une jeune fille âgée de 19 ans, Lola Valerie Stein, voit lors du grand bal de la saison estivale son fiancé Michael Richardson, 25 ans, éprouver soudain un extraordinaire coup de foudre pour une femme qui vient d'entrer dans la salle où il danse. La femme, Anne-Marie Streeter, est plus âgée. Elle est accompagnée par une jeune fille qui lui ressemble tant qu'il est impossible de ne pas comprendre qu'elle en est la mère. Michael danse 2 fois encore avec Lol, puis il va inviter Anne-Marie Streeter. « Il faut que j'invite cette femme à danser, dit-il, cédant à une nécessité dépourvue de toute joie et que ne fonde aucune connaissance préalable. Il est même incertain qu'il l'ait déjà entrevue, plus tôt, sur la plage. Dès lors, son destin pourtant est scellé. Il ne quitte plus Anne-Marie Streeter. Au petit matin, il part avec elle, oubliant Lol derrière les plantes vertes du bar. La jeune fille s'évanouit.
Ramenée chez ses parents à Estala, elle demeure dans un état de prostration dont rien ne l'attire et ne se désigne plus désormais que comme Lol Weinstein, l'érosion de son nom, réfléchissant une blessure qui affecte son identité elle-même. Michael lui était devenu indifférent cependant, dit le texte. Elle n'a pas souffert d'amour. Elle n'éprouve aucune jalousie. Mais, abandonnée sans un regard par le couple, privée de la possibilité de les voir davantage, ce sont ses mots, Lol semble incapable de plus exister pleinement. « Ils m'ont emmenée, dit-elle, ajoutant « Je ne comprends pas qui est à ma place. » La première fois qu'elle sort ensuite, une nuit, elle rencontre un homme, Jean Bedford. Il lui apprend que Michael Richardson a vendu tous ses biens et qu'il est parti rejoindre Anne-Marie Streeter aux Indes. Sans jamais avoir revu Jean Bedford, Lol accepte de l'épouser et de le suivre à Newbridge. Elle y met au monde 3 filles et se montre une épouse exemplaire, quoique semblable à une dormeuse debout. Sa maison et son jardin témoignent d'un ordre parfait, emblème d'une profonde aliénation, puisqu'il reproduit celui des magasins où elle s'est meublée ou des jardins voisins. Nulle part la jeune femme n'imprime la moindre marque personnelle. Elle est une femme sans ombre. Au bout de 10 ans, Lol et sa famille reviennent à Estala et emménagent dans la maison natale de l'héroïne. Elle prend l'habitude, alors, de sortir tous les jours pour de longues promenades. Au cours de l'une d'entre elles, Lol voit sortir d'un cinéma un homme qu'elle a dû surprendre quelques jours plus tôt, embrasser, devant chez elle, une femme qui ne lui aura pas semblé une inconnue. Elle le suit. L'homme rejoint Tatiana Karl, autrefois la meilleure amie de Lol, et qui se tenait près d'elle lors du bal au cours duquel elle a été abandonnée. L'attitude du couple ne laisse aucun doute. L'homme et la femme sont amants. Poursuivant sa filature, Lol se rend derrière eux à la lisière de la ville où se trouve l'hôtel du Bois. Jadis, elle y rencontrait son fiancé. C'est désormais le lieu de rendez-vous de Tatiana et son amie. Dissimulée dans un champ de seigle devant l'hôtel, Lol épie la fenêtre éclairée du 2e étage. Elle y voit l'homme et la femme qui s'aiment. Elle cherche alors l'adresse de Tatiana et renoue avec elle. Tatiana est devenue la femme d'un médecin, Pierre Beunier. Jacques Hold, qui est son amant, travaille à l'hôpital avec celui-ci. Lol se met à les fréquenter. Elle les invite tous les 3 chez elle. Jacques Hold, qui se révèle alors être le narrateur du roman, envoûté par Lol, belle, mystérieuse, souvent incohérente, étrange et comme étrangère à elle-même, se rapproche d'elle, quoiqu'elle continue d'observer de loin chacun de ses rendez-vous amoureux avec Tatiana. Elle finit par l'entraîner à Tea Beach, où elle souhaite revoir la salle de bal qui hébergea la scène capitale de son abandon. Au cours de la nuit qui suit, Lol se donne à Jacques Hold. Mais la crise est là. Au cours de leur étreinte, elle perd le sentiment de soi, elle s'identifie à Tatiana et sombre dans une sorte de folie paroxystique, soudain violente et d'une sensualité exacerbée. Au matin, revenue à elle, Lol éveille Jacques Hold. Il rentre. Elle insiste qu'il retrouve Tatiana comme il l'avait prévu. À l'heure du rendez-vous, elle est déjà dans le champ de seigle. Fatiguée par son voyage, elle dort. Le texte, à sa parution, séduisit autant qu'il déconcerta le public. La conduite de son personnage principal, la pulsion scopique qui l'habite, attirèrent l'attention du psychanalyste Jacques Lacan, qui lui consacra en 1965, dans les cahiers Renaud-Barreau, un hommage où il loue la romancière d'avoir représenté un délire cliniquement parfait. Ce roman d'une dépossession, d'une dépersonne, a dit Duras, consécutive à un trauma affectif, a ainsi été le plus généralement lu comme l'histoire d'une psychose. Cette interprétation a été alimentée par Marguerite Duras elle-même. Elle a raconté en effet que son livre lui avait été inspiré par la rencontre en 1962 dans un asile psychiatrique de Villejuif à l'occasion d'un bal de Noël d'une jeune femme schizophrène. Dans plusieurs entretiens, elle appelle Lol « ma petite folle ». Selon Daniel Bajomé, le roman mettrait ainsi en scène, sous l'espèce d'un abandon amoureux exemplaire, l'angoisse de la séparation qui parcourt tous les romans de Marguerite Duras, une déréliction qui procède de l'arrachement primitif du nouveau-né à sa mère au cours de la naissance.
L'écrivain en a donné une très violente peinture, du reste, dans un documentaire de 1976, Les lieux de Marguerite Duras. L'accouchement, je le vois comme une culpabilité, comme si on lâchait l'enfant, qu'on l'abandonne. Ce que j'ai vu de plus proche de l'assassinat, ce sont des accouchements. La sortie de l'enfant qui dort. C'est la vie qui dort complètement, dans une béatitude incroyable, et qui se réveille. Le premier signe de vie, c'est le hurlement de douleur. C'est des cris dégorgés, des cris de quelqu'un qu'on tue, qu'on assassine, les cris de quelqu'un qui ne veut pas. Expulsé du couple que Michael Richardson forme avec Anne-Marie Streeter, dans l'abomination de son exclusion, Lol meurt à soi en sombrant dans la folie et l'asthénie, en tombant dans une léthargie qui constitue une non-vie. Le démembrement de son nom de Lola Valérie en Lol V, qui peut signifier par anagramme vol de elle, vol de Lola, témoigne de l'assassinat qui a eu lieu. La manière dont Lol s'emploie ensuite à séduire l'amant de sa meilleure amie équivaudrait à une reprise inversée du choc subi. On a pu parler à son propos de catharsis. La victime devient bourreau, Jacques Hold disant qu'elle lui prodigue avec générosité la douleur qu'elle-même n'avait pu éprouver. Surtout, Lol, en devenant la spectatrice des amours de Jacques et de Tatiana, produit une réplique de son premier traumatisme, mais où elle retrouve néanmoins une place. Elle a dit qu'elle n'avait pas souffert amoureusement, mais qu'elle avait souffert d'être exclue par Michael Richardson et Anne-Marie Streeter, qui partaient sans un regard pour elle, la niant absolument. Or, quand Jacques l'interroge, elle lui déclare à lui et à Tatiana lors de leur retrouvailles « Que vouliez-vous » Lol se tait. Personne n'insiste. Puis, elle me répond « Les voir ». L'affirmation est formulée à 2 reprises dans le texte. Or, le couple devient, lors des événements que le roman raconte, une relation à 3, impliquant Jacques, Tatiana et Lol, chacun sachant que l'autre existe. Tatiana sait, parce que Jacques le lui a dit, qu'il était pris de Lol. Jacques sait que Lol se tient sous la fenêtre de l'hôtel du Bois, et il lui obéit en retrouvant Tatiana. Le roman rapporterait ainsi à la fois l'effraction subie par la personnalité de Lol, la dépression mélancolique qui s'ensuit et sa réparation. Lors de sa nuit avec Jacques, Lol cesse de ne plus savoir qui elle est, où elle est, quand on est. Convaincue d'être Tatiana, amante dorénavant habile, elle est devenue exemplairement savante. Naguère aboulique, le texte la dit désormais despotique. Irrésistiblement, elle veut. Elle contraint Jacques Hold de dire ce qu'elle souhaite. À sa convenance, j'inventerai Dieu s'il le fallait, observe-t-il. Elle le contraint de ne pas quitter Tatiana comme il souhaiterait le faire. Je vais vers Lolvestein. Je l'embrasse, je la lèche, je la sens, je baise ses dents. Elle ne bouge pas. Elle est devenue belle. Elle dit « Quelle coïncidence extraordinaire !» Je ne réponds pas. Je la laisse encore loin de moi, seule au milieu du salon. Elle ne paraît pas s'apercevoir que je me suis éloignée. Je dis encore « Je vais quitter Tatiana Karl ». Elle se laisse glisser sur le sol, muette. Elle prend une pose d'une supplication infinie. Je vous en supplie, je vous en conjure, ne le faites pas. Je cours vers elle, je la relève. D'autres pourraient s'y tromper. Son visage n'exprime aucune douleur, mais de la confiance. Quoi ? Je vous en supplie. Dites pourquoi. Elle dit « Je ne veux pas ». Nous sommes enfermés quelque part. Tous les échos se meurent. Je commence à voir clair petit à petit. Très très peu. Je vois des murs lisses qui n'offrent aucune prise. Ils n'étaient pas là tout à l'heure. Ils viennent de s'élever autour de nous. M'offrirait de me sauver. Je ne comprendrais pas. Mon ignorance elle-même est enfermée. Lol se tient devant moi. Elle supplie de nouveau. Je m'ennuie brusquement à la traduire. Je ne quitterai pas Tatiana Karl. Oui, vous devez la revoir. Mardi. Le violon cesse. Il se retire. Il laisse derrière lui les cratères ouverts du souvenir immédiat. Je suis épouvantée par les autres gens que Lol. Madeleine Borgomano, qui a consacré une analyse au roman, la reconstruction de Lol demeure incomplète cependant, comme la jeune femme à la fin du roman s'endort, fatiguée.
La reprise de la station devant l'hôtel du Bois, dans les dernières pages de l'œuvre, montrerait que le mouvement ne s'est pas arrêté, que la cure est manquée. À cette lecture, il est possible d'objecter que le sommeil paisible qui s'empare de Lol à la fin, identique à celui de l'enfant in utero selon Duras, est donc une béatitude, un ravissement semblable et effectivement bienheureux. D'abord pétrifié à l'image de son nom, Stein signifie pierre en allemand, Lol renaît à la vie lorsqu'elle entreaperçoit pour la première fois Jacques et Tatiana s'embrasser devant chez elle. Ce corps infirme remue dans le ventre de Dieu, observe le narrateur, utilisant précisément l'image du fœtus. L'explicit de l'œuvre dirait ainsi l'accès à une félicité parfaitement accomplie. Marguerite Duras se montre flattée dans La Passion suspendue par l'éloge de Lacan, mais elle est loin de cautionner définitivement sa lecture ou les interprétations auxquelles elle peut mener. Elle déclare ainsi dans La Passion suspendue « Moi, je ne le lis pas. Franchement, je n'y comprends pas grand-chose. » Son livre de fait n'est pas une étude de cas. Sa langue, sa composition, l'univers littéraire dans lequel il se déploie interdisent de s'y méprendre. Le ravissement de Lolwestein décline l'histoire de passions incandescentes. Lol, d'abord, s'était follement éprise de Michael. Celui-ci délaisse tout pour Anne-Marie Streeter. Jacques dit à la fois le désir épuisant que Tatiana lui inspire et l'amour qu'il éprouve pour Lol. Celle-ci, blonde et parlant d'étendards blancs, a été rapprochée d'Iseux, qui guette, quant à elle, des voiles blanches. Si tout commence par la citation, comme l'affirme Jacques Derrida dans La Dissémination, alors le ravissement est d'abord un autre beau conte d'amour et de mort. Tel est l'incipit du roman de Tristan et Iseux dans la version de Joseph Bédier. Seigneur, vous plaît-il d'entendre un beau conte d'amour et de mort? Le ravissement de Lolwestein est tissé de réminiscences qui interdisent de se méprendre sur sa profonde littérarité, autant qu'elle contribue à sa force. L'absence à soi-même, puis le sommeil qui dévore Lol, la situation du bien nommé Hôtel des Bois, hors de la ville de Estala, la venue de Jacques Old pour tirer Lol de sa torpeur, rappellent pour leur part La Belle au bois dormant. Duras, qui a loué Charles Perrault et lui emprunte souvent, le bal renvoie aussi à Cendrillon, ne nie pas la référence quand elle écrit que, dans le chant de Seigle, le souvenir d'une certaine mémoire passe, je cite, avec des doigts de fée. L'imprécision chronologique du récit, la défamiliarisation induite par les noms à consonance anglaise des lieux, T-Beach ou Newbridge, le flou des indications topographiques quand elles sont confrontées les unes aux autres, l'absence d'enchaînement logique circonstancié entre les événements, en dépit de l'application de Jacques Old à en trouver un, de son propre aveu plusieurs fois il invente des causalités qui se dérobent, ne sont pas sans suggérer le monde insituable, à la fois référentiel et onirique du conte. Le geste de Jacques Old, tirant Lol du labyrinthe funèbre où elle était disparue, reprend encore celui d'Orphée, allant chercher Eurydice aux enfers. Le bal inaugural s'inscrit quant à lui dans une longue lignée d'épisodes semblables. Bal de la Vaubyessard dans Madame Bovary, bal de Guerre-épée ou bal de la princesse de Clèves. La trame littéraire sous-jacente au ravissement n'a pas moins de poids pour décrypter l'œuvre que sa possible signification psychique. Pour commencer, les flottements qu'elle suscite, détachant le ballet des personnages de la réalité prosaïque dans laquelle ils sont insérés, confèrent une tonalité quasi magique au récit et le font basculer vers le mythe. Ces références contribuent toutes à la tonalité poétique du ravissement de Lolwestein. Elles ne se valent pas toutes cependant. La princesse de Clèves, le seul roman que Duras admire assez pour avoir déclaré qu'elle aurait voulu l'écrire, occupe une place singulière à laquelle il n'a pas été suffisamment fait justice. Sa présence dans le ravissement ne se limite pas en effet à la fonction dramatique essentielle conférée au début du récit à un bal. La langue du roman trahit un net infléchissement par rapport aux œuvres antérieures de Duras, à la fois plus abstraite, trouée de litote et plus portée à l'hyperbole et à l'oxymore. « Je ne vous aime pas, et cependant je vous aime » ou bien vivante, mourante, elle respire profondément. Or ce sont des traits caractéristiques du style de la princesse de Clèves. Les deux héroïnes, d'autre part, entretiennent de nombreux points communs. La princesse de Clèves est blonde, elle aussi,
On se souvient que le duc de Nemours arbore, lors du tournoi au cours duquel Henri II est blessé, les couleurs jaune et noire. La narratrice commente. On en chercha inutilement la raison. Madame de Clèves n'eut pas de peine à la deviner. Elle se souvint d'avoir dit devant lui qu'elle aimait le jaune et qu'elle était fâchée d'être blonde parce qu'elle n'en pouvait mettre. Ce prince crut pouvoir paraître avec cette couleur sans indiscrétion, puisque Madame de Clèves n'en mettant point, on ne pouvait soupçonner que ce fût la sienne. Ensuite, comme la princesse de Clèves, Lol est mariée à un homme qu'elle n'aime pas, et, dit le texte, sans l'avoir voulu. La volonté de Jean Bedford et la complaisance de la mère de Lol, inquiète que sa fille demeure une figure de fiancée abandonnée, méprisée, ont tout fait. Jean Bedford la demanda en mariage sans l'avoir revue. Leur histoire s'ébruita. Estala n'était pas assez grande pour se taire et avaler l'aventure. On soupçonna Jean Bedford de n'aimer que les femmes au cœur déchiré. On le suspecta aussi, plus gravement, d'avoir d'étranges inclinations pour les jeunes filles délaissées, par d'autres rendues folles. Sa mère fit part à Lol de la singulière démarche du passant. S'en souvenait-elle ? Elle s'en souvenait. Elle acceptait. Jean Bedford, lui dit-elle, devait s'éloigner de Estala en raison de son travail pendant quelques années. Acceptait-elle aussi ? Elle acceptait aussi. Un jour d'octobre, Lol Westein se trouva mariée à Jean Bedford. Dans La princesse de Clèves, de la même façon, Mademoiselle de Chartres accepte d'épouser le prince de Clèves sans éprouver d'amour pour lui parce que sa mère, piquée de l'échec des précédents mariages qu'elle a tenté de négocier pour sa fille, l'y engage pour apaiser son amour-propre blessé. Puis Madame de Chartres meurt inopinément au moment où sa fille éprise de Nemours aurait besoin d'elle pour l'aider à se conduire. La mère de Lol décède pendant le séjour de sa fille à Newbridge, l'abandonnant à son sort lorsqu'elle rentre à Estala. Jeune mariée, la princesse de Clèves et Lol sont des figures identiques de perfection conjugale et de réserve, voire de maladresse dans le monde. La première ignore les intrigues et les usages de la cour. Lol, quant à elle, se montre une maîtresse de maison distraite, à la limite de l'inconvenance, lorsqu'elle invite Jacold, les beunières et des relations sous son toit. Lol subit, à la fin du ravissement, une crise qui relève de la maladie, et elle s'endort fatiguée par son voyage à Teebitch, comme la princesse de Clèves est touchée par une longue maladie de langueur et finit par mourir prématurément. Dans La Passion suspendue, Duras parle de la langueur presque mortelle de Lol. Les deux femmes, faut-il le répéter, délaissent l'une et l'autre un homme qu'elles confessent aimer et qui les aime éperdument. D'autres coïncidences se laissent déceler. Jacques Old porte le même prénom que le prince de Clèves et le duc de Nemours que Madame de Lafayette emprunte à l'histoire du XVIe siècle. Son patronyme, qui signifie en anglais tenir, détenir, posséder, to hold, désigne en lui un ravisseur comme Nemours, qui fait la conquête d'une femme réputée insensible, a failli épouser la reine d'Angleterre, est un séducteur par excellence. Lol, indifférente à tout, montre-t-elle un goût vif pour son jardin où elle fait dessiner des allées et installer des haies. Madame de Clèves affectionne aussi vivement celui de sa propriété de Coulommiers, entouré quant à lui de palissades. Ses fleurs y sont aussi célèbres que les aménagements de Lol. La manière dont Lol observe, depuis un champ, par une nuit suave, Jacques Old aimait Tatiana, son amie, qui brune et décidée est comme son double inversé, rappelle la scène nocturne de Coulommiers, où le duc de Nemours jouit de voir Madame de Clèves garnir de rubans une canne qui lui a appartenu, tout en observant un tableau de bataille où il est représenté. Voyeurisme et plaisir de se voir aimer sont mis en scène dans les deux textes. Sur le point d'entrer dans le pavillon, où la princesse repose à demi devêtue, alors qu'il a su franchir le bois et les palissades qui l'isolaient, Nemours commet un faux mouvement absurde, qui alerte la jeune femme et provoque sa fuite. Ce faux mouvement, qui a tous les caractères d'un acte véritablement désiré, permettant de troquer un désir infiniment perpétué par son insatisfaction contre un éphémère assouvissement, prélude à l'attitude de Lol qui favorise la dématérialisation de la possession. La façon, enfin, dont Lol raconte devant ses amis qu'elle a fait une rencontre qui lui donne du bonheur
exaspérant la jalousie de Jacques alors qu'elle parle de lui, n'est qu'une variation sur la scène de l'aveu, où la princesse de Clèves explique à son mari, sous les yeux de Nemours dissimulés non loin, qu'elle aime un homme qu'elle refuse de nommer, mais qui est Nemours lui-même. L'héroïne, dans les deux cas, est à la fois offerte et inaccessible. Certes, Madame de Clèves ignore que Nemours l'observe, tandis que Loll parle devant Jacques, en toute connaissance de cause. Mais la scène reproduit le même paradigme d'une confession à la fois bouleversante et dans les faits inutile pour l'amant, puisqu'elle ne l'autorise pas à en tirer parti. Immédiatement après, Loll condamne Jacques à continuer de voir Tatiana. Le monde dans lequel les personnages des deux œuvres évoluent présente aussi bien des similitudes. Duras s'abstient de tout référent historique, sinon le fait qu'il existe des bus, des trains, des voitures dans son roman. Mais ces personnages appartiennent à un milieu aisé, où l'on a des gouvernantes, et bien qu'ils aient un métier, Jean Bedford fait des affaires, Pierre Beunier est chirurgien, ils apparaissent uniquement oisifs pendant des moments de loisir. Jean Bedford joue du violon, Jacques Old va au cinéma par exemple. Il y a peu de différence entre leurs activités, soirées dansantes, promenades, théâtre, parties de billard, et celles des courtisans chez Madame de Lafayette, rythmées par bals, tournois ou conversations chez les reines. Le cadre géographique et spatial très abstrait du ravissement a été rapproché du lieu de la tragédie racinienne. Il pourrait l'être autant du décor de la princesse de Clèves, articulé autour de l'espace public indifférencié de la cour et de quelques lieux privés, un cabinet, la maison d'un marchand. Ici et là, le sort des personnages, surtout, est en permanence observé, commenté, scruté, travesti par la rumeur. La salle de bal où Loll a été abandonnée s'appelle la Potinière. On entend bien sûr dans ce nom le substantif potin. Loll, note Jacques Old, est touchée qu'on s'interroge si elle est morte. Le regard, enfin, tient une place aussi essentielle dans les deux œuvres. Regard qui surprend, traque le secret d'autrui, mais surtout regard par lequel la possession s'accomplit. Sa puissance acquiert une valeur emblématique, comme le bal est qualifié d'opéra, devenant à proprement parler un spectacle ou un événement théâtral, ou que Jacques Old sort d'un cinéma, lorsque Loll le rencontre seul pour la première fois et le suit jusqu'à l'hôtel du Bois. La fenêtre, à travers l'ouverture de laquelle elle guette les amants, a tout, par ailleurs, de la lucarne d'un écran cinématographique. Les deux œuvres, enfin, ne cessent d'évoquer des relations triangulaires. Les trios Loll, Michael, Anne-Marie Streeter, ou Loll, Jacques Old, Tatiana, et Loll, Jean Bedford, Jacques Old, font écho aux séries constituées par Madame de Clèves, Monsieur de Clèves, Monsieur de Nemours, par le roi, la reine ou Madame de Valentinois chez Madame de Lafayette, par Madame de Tournon, Monsieur d'Estouteville, Monsieur de Sancerre, etc. La princesse de Clèves, pour reprendre une image d'Henry James, semble bien le motif dans le tapis. On sait que texte signifie en latin une étoffe tissée du ravissement de Lollwestein. Or, que raconte la princesse de Clèves? L'histoire d'une très jeune femme, mariée à un homme qu'elle n'aime pas, qui découvre l'amour en s'éprenant d'un autre et à qui se révèle concomitamment la corruption foncière de l'univers dans lequel elle vit. Sa magnificence première dans l'incipit du roman, la magnificence et la galanterie n'ont jamais paru avec plus d'éclat que dans les dernières années du règne de Henri II, se résout plus loin, dans l'œuvre, en ambition, et en une galanterie qui n'est plus la belle galanterie du début, mais un écheveau d'adultères et d'intrigues, où les passions du cœur et la sexualité ne servent qu'à manipuler autrui et à assouvir ses concupiscences. Passion de posséder, de jouir, de savoir, de dominer. Avec effroi, l'héroïne constate qu'elle est régie par les mêmes inclinations, qu'elle est prompte au mensonge, abusée par les mobiles qu'elle pense fonder son comportement, incapable de volonté. Devant le spectacle d'un mal partout et en tous triomphant, saisie par la vanité de toute aspiration idéale, son mari est le seul homme du monde à avoir conservé de la passion dans le mariage, parce que, par son indifférence, elle l'a empêché d'être à jamais satisfait, elle choisit de se refuser à Nemours, homme à femme et à machination identique à tous les autres, sinon peut-être par la violence superlative de ses qualités, et de se retirer du monde. La maladie qui frappe la princesse de Clèves lui permet finalement de rester fidèle à son choix par l'affaiblissement en elle du corps, foyer de toute concupiscence. Partageant son temps entre une demeure éloignée de la cour et une maison religieuse, c'est-à-dire un couvent, elle meurt jeune,
en laissant des exemples de vertus inimitables, oxymore improbable, sinon rapporté à la sainteté, état aussi exemplaire qu'inimitable, puisqu'il faut pour l'atteindre non la volonté d'une créature, mais la grâce de Dieu. La princesse de Clèves, qui emprunte à l'unité de temps et à la majesté de la tragédie par la condition aristocratique de ses personnages, expose discrètement, l'auteur est une femme du grand monde qui ne se donnerait pas le ridicule de tenir le discours d'un prédicateur, un itinéraire de la sainteté, par quoi elle peut toucher au sublime, expression d'une préoccupation sacrée pour les lecteurs du traité du sublime du pseudo-Longin, traduit au XVIIe siècle par Boileau. L'ambivalent ravissement de Loll, l'affleurement permanent d'un vocabulaire religieusement connoté dans l'œuvre, prennent un saisissant relief rapporté à ce modèle. Le monde de l'héroïne de Marguerite Duras n'est pas moins corrompu que celui de la princesse de Clèves. La mère de Loll est hystérique, Jean Bedford trompe sa femme, comme Tatiana son mari, Jacques ment à Pierre Beunier. Anne-Marie Streeter abandonne Michael, quoiqu'il ait tout quitté pour elle. Tatiana est jalouse et médisante, traitant Loll de vicieuse ou de dingue. Jacques, dit le texte, devait courir, celui-là aussi, après toutes les femmes. Dans les deux romans, l'amour naît du coup de foudre. Il est une inclination aussi irrésistible qu'infondée en raison. Tous s'étonnent d'ailleurs, chez Marguerite Duras, de la passion de Loll pour Michael, fils de famille très brillant mais sans emploi ni activité. Celui-ci s'éprend d'une femme qui pourrait être sa mère et qui est décrite vêtue d'un fourreau noir, maigre au point de donner à voir l'ossature de son corps plus qu'aucune chair, semblable à un oiseau mort. Brûlée de rousseur, elle est cendre, Ève marine que la lumière devait enlaidir, soit une créature foncièrement nocturne. Anne-Marie Streeter est une émanation diabolique et mortifère du désir. Ainsi, le désir de la créature est-il une pulsion narcissique, un désir d'assouvissement sans égard pour l'autre. Michael Richardson relègue Loll au cours du bal au statut d'une plante verte. Désir de chasseur qui produit la mort. L'amour chez Marguerite Duras est dévoration, cannibalisme, brutalité. Dans l'amour, le corps de Tatiana est morcelé, démembré. Il cache le visage de Tatiana Karl sous les draps, et ainsi il a son corps décapité sous la main, à son aise entière. Il le tourne, le redresse, le dispose comme il veut, écarte les membres ou les rassemble, regarde intensément sa beauté irréversible, y entre, s'immobilise, attend, l'englument dans l'oubli. L'oubli est là. L'amante est chosifiée. Michael Richardson, avançant vers Anne-Marie Streeter, va, dit le texte, comme au supplice. La salle de bal, lors du retour de Loll à T-Beach en compagnie de Jack Hold, plongée dans l'obscurité, vide, en plein midi, n'est plus que navire de lumière comme autrefois, mais un tombeau, tandis que Loll s'alarmait, pense Jacques, d'avoir entendu qu'on la pensait morte lors de son retour à Estala. Sur la plage, où elle marche avec Jacques, elle discerne un attroupement autour de ce qui paraît être un chien mort, à savoir une charogne comme chez Baudelaire, poète auquel Duras ne cesse de se référer. Le mot trou absent qui hante Loll et qui l'empêche d'exister était comparé plus haut au chien mort de la plage en plein midi. L'objet entre tous incarne le scandale de la purulence et de la mort de la chair, triomphant à l'heure où le soleil devrait l'emporter. Or, en séduisant Jack Hold et en le rendant à Tatiana, Loll se dépossède à l'instant où elle semble prendre. Compense-t-elle ainsi son ancien abandon, comme l'estime une partie de la critique, ou bien s'exauce-t-elle jusqu'à l'oblation de son désir et de son moi, comme le fait la princesse de Clèves? Endormie, elle est bien heureuse dans ce qui est une absence, un effacement. Dormir, mourir. On le sait, le sommeil est une version diurne de la mort. Il désigne une mort non de soi, mais du moi, l'entité prédatrice de l'amour propre, le moi haïssable que dénonce Pascal, qui s'impose à autrui, réclame, consomme, veut, dérobe et dévore l'autre. Microcosme étouffant, écrit Duras, qui parle également de l'amour comme désir de posséder l'autre au point de vouloir le dévorer. Reposant dans un champ, Loll rejoint plutôt le camp du don que celui de la consommation. Et le seigle, 23 fois nommé dans le roman, qui pousse dans ce champ, n'est pas du blé, mais une céréale typique des sols pauvres, un substitut au premier.
Sa farine est utilisée par les plus démunis, les misérables, les mendiants, dont toute l'œuvre de Marguerite Duras crie le scandale de la douleur et de la souffrance. Les paupières closes, Lol quitte le monde du rapt et du voyeurisme pour celui d'une renonciation pleine de joie. Elle opte pour un ravissement qui ne prend rien à personne. Elle ne voit du reste concrètement plus Jacques et Tatiana. Lol n'évolue qu'en elle-même, c'est tout, a déclaré Marguerite Duras dans un entretien. Et encore dans la vie matérielle, toutes les femmes de mes livres découlent de Lol Westein, c'est-à-dire d'un certain oubli d'elle-même. Comme la princesse de Clèves et comme Bérénice, autre héroïne qui hante Duras et qu'elle met en scène dans 3 textes, Césarée, Dialogue de Rome et Roma. Duras déclare par ailleurs dans Le Monde extérieur que Lol est une reine, comme Bérénice. Son héroïne choisit la séparation, se ressaisit d'elle-même, mais par un exil volontaire et le renoncement aux pulsions mortifères du moi, devenant, dit Duras, un désert, ce désert de l'Orient où Bérénice se rend à la fin de la pièce de Racine. La réécriture de la scène du bal de la princesse de Clèves, déjà, insiste sur l'attention conférée par Duras au dessaisissement. L'héroïne n'y rencontre plus l'homme qu'elle doit aimer, mais elle y est abandonnée par celui-ci, précipitant d'emblée le drame de la déprise au cœur de l'apprentissage réservé à Lol. Sans souffrance, sans jalousie, Lol constate l'inanité de l'amour qu'elle avait cru vivre, ou plus exactement, elle comprend que l'amour qui la touche n'a pas partie liée à une quelconque possession de l'autre. Le caractère ontologique et non sentimental, le sentiment est une graisse qui fait glisser, dit le texte, le caractère ontologique que l'amour revêt se manifeste dans le ravissement de Lol Westein et dans la plupart des autres œuvres de Marguerite Duras par la ténuité, voire l'inexistence de l'échange amoureux. L'amour n'est ni bavardage ni communication, mais un donné brut qui s'éprouve de façon absolue dans une plénitude qui s'accommode de la contradiction ou de l'oxymore. Or, dans Écrire, Duras parle de l'inconnu d'un amour sans objet, comme celui du Christ. Est-ce un hasard si Jacques, marchant devant Lol, elle note que chacun de ses pas s'ajoute en Lol, frappe juste, au même endroit, le clou de chair. L'expérience de la passion éprouvée par l'héroïne du ravissement est fondamentalement sacrée, christique. On n'a guère pris garde que Jacques, conduit par Lol, accomplit le même itinéraire. Tatiana, dont il est question de la petite tête triangulaire, on songe à celle d'un aspic, enveloppée au cours de ses étreintes avec Jacques de sa seule longue chevelure noire, vaporeuse, dit le texte, Tatiana figure un double d'Anne-Marie Streeter. Elle est à la fois chair et serpent, elle qui se déhanche. Sa liaison pourrait perdre Jacques en le privant de son travail avec Père Beugnier. Mais après sa rencontre avec Lol, Jacques se déprend de celle-ci. Chez Lol, sorti dans le jardin, il voit Lol et Tatiana à travers la baie vitrée du salon, comme Lol le voit avec Tatiana par la fenêtre de l'hôtel du Bois. Plusieurs fois, comme Lol encore, il répète « je vois ». Une longue partie du récit, enfin, il parle de lui à la 3e personne, dans une dépossession de soi aussi frappante que celle dont la jeune femme fait preuve. Aimant Tatiana sous les yeux de Lol, et pour le seul soulagement de celle-ci, dans une indicible souffrance personnelle à laquelle Lol le contraint, Jacques endosse le rôle qu'elle eût voulu voir tenir à Michael Richardson et qu'elle a infiniment rêvé. Le corps long et maigre de l'autre femme serait apparu peu à peu. Et dans une progression rigoureusement parallèle et inverse, Lol aurait été remplacé par elle auprès de l'homme de T-Beach. Remplacé par cette femme au souffle près. Lol retient ce souffle. À mesure que le corps de la femme apparaît à cet homme, le sien s'efface, volupté du monde. Toi seul. Cet arrachement très ralenti de la robe de Anne-Marie Streeter. Cet anéantissement de velours de sa propre personne. Lol n'a jamais réussi à le mener à son terme. Jacques, avec Tatiana, tient le rôle qu'un autre aurait dû avoir, comme Lol imaginant être Tatiana. Or, ce faisant,
Jacques se rend entièrement au service de Lol, pareil à un chevalier courtois, mais plus encore par un mouvement d'oblation égal à celui de sa bien-aimée. Chacun s'annule pour l'autre et découvre ainsi le vrai amour. Au terme d'une authentique scène d'initiation, ayant bu le lait brumeux et insipide de la parole qui sort de Lolwestein, Jacques se dit confirmé. Lorsque je suis allée à la fenêtre de la chambre de l'hôtel des Bois, où j'attendais Tatiana Karl, le mardi à l'heure dite, c'était la fin du jour. Et que j'ai cru voir à mi-distance entre le pied de la colline et l'hôtel une forme grise, une femme, dont la blondeur cendrée à travers les tiges du seigle ne pouvait pas me tromper. J'ai éprouvé cependant que je m'attendais à tout. Une émotion très violente, dont je n'ai pas su tout de suite la vraie nature, entre le doute et l'épouvante. L'horreur et la joie, la tentation de crier garde, de secourir, de repousser pour toujours, ou de me prendre pour toujours, pour toute Lolwestein d'amour. J'ai étouffé un cri, j'ai souhaité l'aide de Dieu. Je suis sortie en courant, je suis revenue sur mes pas, j'ai tourné en rond dans la chambre, trop seule à aimer ou à ne plus aimer. Souffrant de l'insuffisance déplorable de mon être à connaître cet événement. Puis, l'émotion s'est apaisée un peu. Elle s'est ramassée sur elle-même, j'ai pu la contenir. Ce moment a coïncidé avec celui où j'ai découvert qu'elle aussi devait me voir. Je mens. Je n'ai pas bougé de la fenêtre. Confirmé jusqu'aux larmes. Autorisant l'ineffable anéantissement de Lol, que la demi-consommation du départ de son fiancé et de sa maîtresse n'avait pas permis, Jacques surpasse alors Michael. Dieu lassé, dit le texte, qui n'a pas su conduire à son terme la mise à nu ou mise à mort attendue de lui. À travers la passion amoureuse, par la renonciation aux pulsions égotiques du moi, Duras, dans tous les cas, décrit une élévation et une conversion. Revenons un instant à la princesse de Clèves. La vision de l'homme mise en œuvre dans le roman est marquée au sceau de la théologie augustinienne. La démonstration a été faite depuis des années par Philippe Sellier et Jean Ménard. On sait du reste que Madame de La Fayette admirait Pascal, les provinciales et les pensées, dont elle disait que c'était méchant signe pour ceux qui ne goûteront pas ce livre. Elle fut proche de Port-Royal par le plus intime de ses amis, la Rochefoucauld, ainsi que par son beau-père, le chevalier René de Sévigné, retiré dans un logement hors clôture au monastère de Port-Royal de Paris, puis des Champs, après la mort de sa femme, Isabelle Pénat, la mère de Madame de La Fayette, qui avait épousé le chevalier de Sévigné en secondes noces. Les coïncidences entre la princesse de Clèves et le ravissement de Lolwestein, sachant que Marguerite Duras est en outre une lectrice ancienne et attentive de Pascal, ne laissent guère de doute sur le caractère augustinien de l'anthropologie qui structure l'œuvre de cette dernière. Il est d'ailleurs tout à fait compatible avec la lecture psychanalytique développée par Lacan, Daniel Bajomé ou Madeleine Borgomano. On relève étonnamment la même angoisse de la séparation d'avec la mère chez Pascal. Sa nièce Marguerite a raconté dans un mémoire de curieux épisodes infantiles. L'enfant était tombé dans une langueur qui fit croire qu'il allait mourir, en même temps qu'il ne pouvait pas voir de l'eau où ses parents proches l'un de l'autre, sans pousser des cris et éprouver des transports très grands, dit la narratrice. Le traumatisme peut trouver à se fondre dans l'acquiescement à la théologie augustinienne, lui assurant en retour une prégnance intime d'une extrême intensité. De même que la folie redoutée par Lol, folie qui serait le mot trou évoqué dans le roman, peut s'identifier à la folie de la croix évoquée par saint Paul, à la déraison viscérale du chrétien au regard du monde comme il va. Lol abandonnée serait-elle une image de l'homme abandonné de Dieu dans le monde d'après la chute? La mort au monde de Lol correspondrait-elle à la non-vie de la créature dans la cité terrestre, où tout amour est tourné à la satisfaction de soi, où ne règnent que des ombres de vérité et des apparences de vertu? Ni le foyer des Bedford, ni celui des Beunier, dont le patronyme signifie en argot cogné, ne résistent en effet à l'examen. Les époux s'entretrompent, Jean Bedford s'adonne égoïstement au violon pendant que sa femme reçoit. Lol, en revanche, se réveille et commence à remuer dans le ventre de Dieu, dit le texte, à l'instant où la possibilité d'aimer au-delà de soi lui apparaît.
Les paysages d'eau, entre terre et ciel, affectionnés par Duras, les plages où rôdent ces personnages, ne permettent-ils pas de figurer des marches entre cité terrestre et cité de Dieu, marches dont l'écrivain explore inlassablement les voies. L'auteur écrit dans La Passion suspendue: la mer est une force illimitée, où le moi, le regard se noie en se perdant pour retrouver leur propre identité. À la fin du monde, il ne restera plus pour recouvrir la croûte terrestre qu'une unique, immense mer. Toute trace dérisoire de l'homme aura disparu. Les promenades incessantes de Lol, obsessionnelles, sont-elles une image de l'errance de l'homme sans Dieu et du désir obstiné de la jeune femme de retrouver le chemin du paradis perdu? La bonne connaissance que Marguerite Duras possède de l'Ancien Testament, dont elle déclare dans Écrire le texte des textes, c'est l'Ancien Testament, sa bonne connaissance des pensées, invite à répondre affirmativement à ces questions et à reconnaître dans la structuration de son univers les traces d'une théologie d'origine augustinienne. La confrontation de ses œuvres avec les pensées révèle en effet des concordances qui mériteraient un examen approfondi. On y décèle la hantise du figmentum malum, ce mauvais fond, représenté avec le plus d'acuité chez elle par le sort inique de la mendiante ou des lépreux du vice-consul, ou par la remémoration d'Auschwitz, d'Hiroshima mon amour aux derniers entretiens. À partir du motif amoureux, ou de celui de l'exil, elle se livre à des variations incessantes sur l'abandon et la séparation. L'évocation de la vie des colonies ou du barrage que la mère de Suzanne tente d'éveler en permanence contre le Pacifique dans le roman éponyme, et que l'océan inlassablement détruit, disent la vanité générale des actions humaines. Le divertissement s'inscrit aussi chez Duras par d'innombrables scènes de soirées mondaines où, comme chez Pascal, on prête attention à ses pieds, c'est-à-dire qu'on danse, par les parties de tennis ou les sorties. La lutte fratricide de l'homme est incarnée par celle des deux frères ennemis, l'aîné et Paolo, le petit frère. L'empire du moi se voit exaspéré dans la déconstruction même de la syntaxe ordinaire. On note ainsi 124 occurrences du pronom personnel de la première personne dans le ravissement de l'Olvestein. Duras cultive les motifs des larmes, de la joie. Le premier projet du camion note ainsi: on ne croit plus rien. On croit. Joie. On croit. Plus rien. Pascal, hanté par le psaume Super Flumina Babylonis, écrit dans le fragment 164: personne n'a d'assurance, hors de la foi, s'il veille ou s'il dort, vu que durant le sommeil on croit veiller aussi fermement que nous faisons. On croit voir les espaces, les figures, les mouvements. On sent couler le temps, on le mesure et enfin on agit de même qu'éveillé. De sorte que la moitié de la vie se passant en sommeil, par notre propre aveu ou quoi qu'il nous en paraisse, nous n'avons aucune idée du vrai, tous nos sentiments étant alors des illusions. Qui sait si cette autre moitié de la vie où nous pensons veiller n'est pas un autre sommeil un peu différent du premier, dont nous nous éveillons quand nous pensons dormir. Et qui doute que si on rêvait en compagnie et que par hasard les songes s'accordassent assez, ce qui est ordinaire, et qu'on veillât en solitude, on ne crut les choses renversées. Comme on rêve souvent qu'on rêve, entassant un songe sur l'autre, la vie où nous pensons veiller n'est elle-même qu'un songe, sur lequel les autres sont hantés, dont nous nous éveillons à la mort, pendant laquelle nous avons aussi peu les principes du vrai et du bien que pendant le sommeil naturel. Ces différentes pensées qui nous y agitent n'étant peut-être que des illusions pareilles à l'écoulement du temps et aux vains fantômes de nos songes. Cette pensée pourrait valoir commentaire de bien des œuvres de Marguerite Duras, dont les personnages déambulent si souvent dans une sorte d'omnubilation ensommeillée, dans un univers également marqué par un imaginaire de l'écoulement. Mon pays, c'est une patrie d'eau, a-t-elle déclaré dans La vie matérielle. La Seine, le Gange, le Mékong, l'Amo, l'Atlantique supposé du ravissement, la Méditerranée de Susanna Handler ou le Pacifique. Aucune des œuvres de Marguerite Duras qui ne comprennent fleuve, delta, mer ou océan.
Veut-on prolonger un instant la liste des rencontres entre Pascal et Marguerite Duras? Il n'est pas jusqu'à la mouche, des fragments 56 et 81 des pensées, qui ne fassent l'objet d'un saisissant tableau dans Écrire. Sa puissance continue de s'exercer avec force, puisqu'elle retient toute l'attention de l'écrivain à sa table de travail. Mais la mouche que Duras évoque est une mouche à l'agonie, dont la mort devient le sujet même de l'écriture, renchérissant sur le scandale de toute mort pour l'homme. L'homme ne peut, selon Pascal, demeurer en repos dans une chambre par l'obligation où il se trouverait d'y considérer sa condition mortelle, qui l'épouvante. Duras s'indigne de l'indifférence que la mort d'une mouche suscite néanmoins généralement. Cette mort humble est à l'image de toutes les autres, et son mépris lui semble une injustice, voire un crime fondateur de la méchanceté de l'humanité. Duras note en effet, aussitôt après, « J'ai pensé aux Juifs ». La passe faite à la judéité elle-même, dans l'œuvre de l'auteur du ravissement de l'Olvestein, rappelle les nombreux fragments où Pascal considère le peuple juif nécessaire pour la preuve de Jésus-Christ, écrit-il dans le fragment 342. L'œuvre de Pascal témoigne d'un profond christocentrisme. Le très beau fragment 749 ou son abrégé de la vie de Jésus-Christ en sont deux des manifestations les plus frappantes. On trouve chez Marguerite Duras, fût-ce à l'origine par le truchement de la vie de Jésus de Renan, et sous l'espèce d'un homme-dieu martyr, une inclination semblable. Le nombre pur dans Écrire contient cet aveu. Je ne suis pas croyante. Je crois seulement à l'existence terrestre de Jésus-Christ. Je crois que c'est vrai, que le Christ et Jeanne d'Arc, ils ont dû exister. Leur martyr, jusqu'à ce que s'ensuive la mort, ça a existé aussi. Dans le même recueil tardif, puisqu'Écrire est paru en 1993, Duras affirme encore « La douleur, c'est Christ aussi. Et Moïse, et les pharaons, et tous les juifs, et tous les enfants juifs, et c'est aussi le plus violent du bonheur. Toujours, je crois ça. » Le Christ touche Duras par l'incarnation, par la souffrance qu'il choisit de partager, par l'humilité et la charité. Bénévolat pour l'armée du salut, engagement au Parti communiste relève déjà chez elle d'une identification à la douleur des humbles et des humiliés. Elle dénonce dans le camion d'avoir vu dans le prolétariat, humanité opprimée, le dernier avatar du Sauveur suprême. Même si elle soutient encore dans l'autre journal, en octobre 1985, être de gauche, c'est avoir moins perdu Dieu que la droite qui se réclame de la foi. Dieu n'était pas loin. Marguerite Duras travaille dès lors des figures plus évangéliques dans ses œuvres. Anne-Marie Streeter, dans India Song, prostituée et donnée à tous, méprisée, rayonne en même temps par la compassion dont elle fait preuve envers les déshérités. Elle est, dit le texte, chrétienne sans Dieu, splendeur, amour. On reconnaît en elle une figure de Marie-Madeleine. Il en va de même de Jacques, prostitué à Tatiana Parlol, il parle de l'admirable beauté de sa prostitution, est devenu servile, le mot est de lui, offert à la joie et à la rédemption de la femme qu'il aime. Je vous aime dans l'amour de Michael Richardson, déclare le vice-consul à Anne-Marie Streeter dans India Song, reprenant à son compte une égale oblation. Rien n'est inadmissible, sinon l'acceptation du mal. Face à lui, désemparé, révolté, le vice-consul tire dans les jardins de Chalimard sur les lépreux, autant contre Dieu que contre la société, selon les parleuses. Pareille intolérance au mal, de même que le nombre des coïncidences entre l'œuvre de Marguerite Duras et les pensées, rendent difficile d'attribuer ces dernières à un pur hasard. Elles invitent plutôt à conclure à une profonde imprégnation pascalienne et chrétienne de Marguerite Duras. La représentation de Dieu dans son œuvre relève alors peut-être moins d'une simple tentation mystique ou d'un bric-à-brac théologique que d'un déploiement personnel, autant qu'intense, de l'idée du Dieu caché des pensées. Dieu, chez l'auteur du ravissement de l'Olvestein, ne serait pas inexistant. Seul un certain nombre de ces personnages l'affirment catégoriquement, dont les propos n'engagent qu'eux-mêmes, et qui ne sont pas sans être contredits par d'autres personnages, à l'instar d'Ernesto par Jeanne dans La pluie d'été. Dieu serait plutôt ce Dieu logé dans toute la création, extraordinairement présent et invisible pourtant à ceux qui sont rétifs ou impuissants à les découvrir qu'évoque Pascal. Marguerite Duras n'avait pas la foi, a-t-elle répété. Cet état
n'exclut pas de considérer néanmoins la création à travers un prisme théologique, ni même de chercher un Dieu dont à l'envi elle a martelé que le défaut était torture, le silence détresse ou désespoir. Est-ce que vous croyez que la différence entre vous et moi, c'est que vous croyez en Dieu et que moi je crois ne croire en rien, demande-t-elle à une amie, tandis qu'elle assène, ambiguë et paradoxale dans un article de 1990 aux Inrecuptibles, ne pas croire en Dieu, c'est une croyance. Son insistance trahit plus une inquiétude qu'une recherche ordonnée. Mais que penser de la manière dont elle affirme que l'écriture est prémonition de Dieu, tandis que la hausse des références à Dieu s'accompagne dans ses œuvres d'une augmentation des personnages d'écrivains comme Peter Morgan dans Le Vice-Consul ou d'enquêteurs et de narrateurs, à l'instar de Jacques Hold dans Le Ravissement de l'Olvestein. Il s'emploie précisément à voir et à faire voir, à déchiffrer, au-delà des apparences, les signes d'une vérité scellée à leurs interlocuteurs. Le récit s'apparente alors à une trouble et difficultueuse révélation, fort les moments où la parole lyrique bascule vers le verset ou la prophétie. Dans écrire, Duras considère qu'il faut la solitude, mais surtout la séparation pour écrire. Il est étonnant de retrouver sous sa plume ce terme si important chez Saint-Cyran et Pascal. Il pose, dans l'activité de l'écrivain, occupation selon ses mots tragiques, l'exercice d'une ascèse ou plus encore d'un sacerdoce. Aussi Duras confie-t-elle dans La Passion suspendue qu'elle aimerait transposer dans la parole théâtrale le pouvoir sacré de la liturgie. Dans le même texte, elle énonce à propos du divin « Il faut beaucoup chercher pour le trouver dans l'écrit. Je l'ai trouvé. Le vent du divin souffle dans les grandes forêts de racines, sur les cimes de la grande forêt racinienne. » On notera incidemment que Jacques Hold, comme Jean Bedford et Pierre Beunier, porte le nom d'un apôtre. Duras poursuit avoir, je cite, toujours pensé que l'amour se faisait à trois. Un œil qui regarde pendant que le désir circule de l'un à l'autre. La psychanalyse parle de répétition contrainte de la scène primitive. Moi, je parlerai de l'écriture comme troisième élément d'une histoire. L'écriture est une part intrinsèque et consubstantielle des beaux contes d'amour et de mort de Marguerite Duras, drame sacré dressé dans une infusion profondément humaine de ces grands textes des 30 dernières années du XVIIe siècle, nourris au plus près de Port-Royal, où elle déclare, dans le monde extérieur, avoir découvert sa convenance profonde. Marguerite Duras a écrit « La littérature doit être scandaleuse. Elle ne doit pas être divertissement ou heureuse thérapie, mais effraction, démembrement à l'image de sa propre langue, disloquée et recréée. Elle doit être exhibition des plaies du monde et de l'âme, inquiétude, littérature rendue à son vrai pouvoir métaphysique. » L'innutrition pascalienne de son œuvre, avec ses seins boiteux, lépreux, tout d'ardeur et de vacillement, avec son souci exclusif des grandes passions, de l'amour jusqu'à la folie, n'ont pas fini, pour notre ravissement le plus vif, d'alimenter ce scandale.